le Air Canada Center qu'on aimerait retenir. Parce que moi, au travers de ce podcast, j'aimerais vraiment revenir aussi sur la relation qu'avait Vince Carter avec la franchise des Raptors de Toronto, qui a été à un très très haut niveau en termes d'amour et qui a été aussi je t'aime. En fait, c'est le je t'aime moi non plus, quoi. Voilà. Aime-moi, je te fuis. Ça a été, un moment, c'était top. Et après aussi, ça a été très 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 bas, hein, Vladimir. On va en venir tout à l'heure, mais clairement, ça s'est mal fini d'un côté. Hein. Oui, on aura le temps de revenir là-dessus. Les dingueries qu'a fait Vince Carter aussi. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais si notre Raphaël Shader national, à qui nous passons le coucou dans la team Sport Content, supporte les Raptors, c'est parce que Vince Carter a existé, tu vois. Et Ah ouais, c'est pas... Bah non, non, c'est pas pour ça. Il est parti lui à Toronto en voyage. Comme d'habitude. Voilà, c'est pour ça. Mais pour travailler là-bas, etc. Mais en tout cas, c'est le mec qui a mis Toronto sur la carte. Quoi. Tout le monde s'en foutrait de Raptors s'il n'y avait pas eu Vince Carter aux Raptors, tu vois. En plus du logo qui était génial, le fait d'avoir eu un joueur aussi spectaculaire dans une jeune franchise, ça a propulsé l'équipe comme étant une team, on va dire, aimée et en plus une team populaire, alors que sinon elle aurait pu être dans l'anonymat un peu comme les Grizzlies de Vancouver, voilà, tout à fait. Exactement. Vlad, t'as un mot sur Vince Carter, toi qui joues au poste arrière? Oh, bah, c'est tout simplement le plus gros dunker de tous les temps, voilà. C'est bon, merci, bonne fin de podcast, les gars. Non, même sans parler de ça, c'est quelqu'un qui a connu aussi, qui a connu pas mal de pépins, hein, que ce soit à la fois physique, que ce soit même dans son entourage. Hein, on passera sur les mésaventures qu'il a eues avec son ancien agent, avec sa famille, avec son frère aussi. Les divorces, le divorce des parents aussi. Et non, il a eu une carrière un peu atypique, on va dire, parce qu'il a eu quand même pas mal de déboires plus sur l'extra professionnel, on va dire, que le professionnel lui-même. Mais par contre, c'est à cette heure-ci, en tout cas pour moi, mon humble avis, c'est une carrière juste exemplaire qu'il a, ce gars. Juste en termes de longévité, voilà, c'est quelqu'un qui a été capable de se transformer à l'époque une machine à blessures à quelqu'un qui est capable de durer dans le temps. En fait, c'est ça qui est admirable. En effet, Vince Carter, je crois, c'est 23 ans de carrière, je crois. 23 ou 22, je sais même plus quel est le chiffre 22 saisons NBA et tu peux rajouter après à l'université, quoi, à North Carolina, où quand même c'est une saison haut niveau, qui fait, c'est pas une saison pro, mais c'est quand même 3 saisons complètes qu'il fait là-bas, je crois, à l'université de North Carolina, donc, qui est l'université d'où vient MJ en plus. Exact. Et le fait qu'en plus de ça, il participe à chaque fois au Final Four, il en gagne un, ou je suis pas sûr. Il gagne aussi une année, non? Je suis pas sûr. En tout cas, je crois qu'il fait 2 participations au Final Four. Non. Donc, non, il en gagne pas. Il gagne pas, ouais. Mais en tout cas, voilà, quand il arrive en NBA, on sait qui est Vince Carter, tu vois. Le mec, il vient de la même fac que Jordan, et en plus de ça, il a le côté aérien. Il y a beaucoup de comparaisons à l'époque et on sait que ça va être un phénomène. D'ailleurs, le fait qu'il soit drafté aussi bas, il est drafté à la 5e position, je trouve ça assez surprenant. D'ailleurs, il est drafté juste derrière Jamison, qui est son camarade de classe et qui joue dans la même équipe que lui. La fac Caroline du Nord, dirigée par Dan Smith, hein, donc on connaît tous ancien coach de MJ, une fac vraiment importante dans l'image du sport nord-américain. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Vince Carter, contrairement notamment à d'autres acolytes au poste 2 de la ligue, tels que Kobe Bryant, Tracy McGrady, va faire tout son circuit universitaire. Et en effet, donc il fait ses 3 ans à la fac, ce qui n'était pas forcément bien répondu de la part des grands prospects américains en NBA, mais Vince Carter fera son circuit de 3 ans. Avec, en effet, comme tu l'as dit, Anton Jamison, hein, donc cette fameuse draft 98, je crois, hein, la draft 98. Ah ouais. Pour la draft 98, on a également Jason Williams, Larry Hughes aussi, hein, on se souvient tous du clip Dilemma avec Kelly Rowland. Ah là là, quel clip! Dirk Nowitzki, hein, The Dirk, bien entendu, et Paul Pierce. Alors, Paul Pierce et Vince Carter, est-ce qu'on pourrait les mettre en comparaison en termes de niveau, selon vous? Ils ont déjà tenté en 95 de les mettre l'un contre l'autre sur un concours de dunk. On a su ce que ça a donné, ça va. Ça va. Non mais toi, t'es bien quand tu dis ça. Hein. C'est bien quand tu dis ça. Alors moi, j'aimerais juste parler d'un point avant qu'on attaque la carrière de Vince Carter aux Raptors. Même dès le lycée, en fait, je crois qu'au lycée, il gagne un très gros titre de champion d'État. Et il y a un homme qui est au courant de ça, c'est Kobe Bryant. Kobe Bryant sera challengé par son coach à l'époque, donc au lycée Lower Marion High School, là où était Kobe, et il lui dira, ouais, il y a un mec
qui a tabassé son lycée, qui est extrêmement fort. En parlant de Vince Carter, Kobe Bryant va tellement mal prendre cette information du titre High School qu'a eu donc Vince Carter, qui va considérer Vince Carter comme étant son ennemi durant les 20 ans de carrière, juste à cause de cette bagarre au lycée. Vince Carter avait une telle légitimité, c'est pour vous dire, à tel point que c'est annoncé comme le nouveau MJ quand il est arrivé. Mais exactement. Mais c'est pour vous dire le niveau de compétitivité qu'avait Kobe Bryant, notre gros regretté Kobe Bryant, mais pour vous dire à tel point que Vince Carter était très très élevé dans la tête de Kobe, puisque même quand Vince Carter commencera à diminuer en termes de performance, Kobe lui dira quand même, je dois te rentrer dedans, messieurs. C'est pour vous dire à tel point que Vince est pris très au sérieux par le plus grand joueur de l'après-MJ en NBA. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ajouter une petite chose, Vince Carter, lorsqu'il sort, enfin, c'est même pas lorsqu'il sort du lycée, c'est encore quand il est au lycée, il a la bagatelle de 77 propositions de bourse en division 1 NCAA. Il a été contacté par 77 écoles. Attention, c'est pas 77 postes à la défense, hein. C'est pas la même chose, hein. Rien à voir avec vos conneries de CDI. Non. Alors, parce que qui dit bourse, qui dit automatiquement repêchage NBA derrière à la draft, hein. C'est pas la même chose, les gars. Ça. C'est pour vous dire à quel point le bonhomme il est loin, hein, Samuel. Hein. Ouais, en plus, le fait qu'il fasse en plus après derrière les 3 saisons initiales, si on part à départ, tu mises pas dessus, hein, tu penses qu'il va aller très rapidement en NBA, quoi. C'est ça qui est un peu plus surprenant. En plus, il arrive dans une saison où il y a le lockout. Donc, c'est une saison particulière. Il joue que 50 matchs. Et dès le départ, on voit tout son talent. Il est rookie de l'année. Il tourne à 18 points par match. Enfin, il est complet, quoi. Le mec, il prend 5 rebonds par match. Je crois qu'il tourne. Il a une bonne réussite au shoot. Il a 45%. Ouais. Non, il est là, il est là. Tu vois que le mec est complet. Et direct, on se dit que on sait que le gars est fort, quoi. Mais vraiment, les Raptors vont déjà dès la saison suivante faire les playoffs. Messieurs, faut que vous rebondissiez un tout petit peu parce qu'on aura le temps de creuser là-dessus sur le All-Star Game 2000, le Weekend All-Star Game 2000. Ça c'est Vlad. Ah non, là Vlad. Samuel, avant ça, c'est l'année 99-2000. Clairement, c'est l'année où il marque les esprits. Ça fait 2 ans. C'est la deuxième année que la NBA. Au final, le mec, il a fait une moitié de saison, hein, faut le dire. Il fait une moitié de saison. Il enchaîne donc une demi-saison encore. Et déjà, il passe de 18 points de moyenne à 25 points de moyenne. C'est énorme. En étant sophomore. Et déjà, il porte Toronto au playoff. Et en plus de ça, il y a l'All-Star Game où il fracasse tout et il marque les esprits avec des dunks de folie. Encore aujourd'hui, on pense que c'est le meilleur concours de l'histoire. Donc, mais ça, on en parlera plus précisément quand même dans un podcast. Oui, on en parlera de ça. Alors, l'année 2000, couronnée en effet couronnée, en tout cas pour les Raptors, hein, parce que c'est leur premier tour de playoff aux Raptors, hein, quand même. Hein. C'est pour vous dire, quand on dit que Vince Carter a placé les Raptors sur la carte, Vlad, on peut donc légitimer ça par les résultats qu'obtient Vince Carter. Hein. Ah oui, non, complètement. Alors déjà, individuellement, en effet, le gars explose sur cette saison, où il se retrouve à quasi plus de 25 points par match. Et voilà, les Raptors sont sur du positif. Ils terminent à 45-37. Ils terminent 3e de la division centrale, donc ce qui est plutôt très correct. Et voilà, ça y est, là on est parti. Voilà, ce sont les playoffs pour Toronto. Toronto commence enfin. J'en veux quand même, Vlad, d'avoir perdu contre les Knicks au premier tour. Non, mais tu dis n'importe quoi. Ça va, t'exagères. Mais les gars, c'est mon prank. Il faut parler des Knicks à chaque podcast. J'ai réussi. Continue. Ouais, mais bon, les Knicks qui sortent tout juste d'une finale, voilà. C'est les champions de l'Est aussi. Arrête tes conneries, Vlad. Samuel, excuse-moi. C'est pas non plus n'importe quoi. Et puis voilà, c'est vraiment l'année où tout débute chez Toronto. Voilà, première apparence en play-off. Bon, même s'ils se font sweeper 3-0, vu qu'à l'époque c'était des séries de 5, c'est ça. Mais voilà, ça y est, ça commence un petit peu à avoir de la gueule. Et puis même au niveau de l'effectif, c'est plutôt c'est quand même attirant parce que tu as des Muggsy Bugs. Bon, un vieillissant Dee Brown, t'as Doug Christie, il y a Dale Curry, le papa de Steph. C'est ça. Antonio Davis qui l'année d'après sera All-Star. T'as aussi des Tracy McGrady, Charles Oakley. Bon voilà, il y a quand même du nom. Et voilà, c'est le début d'une belle histoire avec Toronto. Et en effet après suivent
les Jeux Olympiques, où entre-temps, il a eu aussi quelques déboires, notamment avec son ancien agent, qui lui a détourné pas moins de $200,000. Je sais pas si vous vous en rappelez, c'est qu'à l'époque, il y a quand même dans cette équipe Kevin Garnett, t'as Gary Payton, t'as Alan Houston. Quand tout le monde parle de Vince Carter, même quelqu'un qui suit pas le basket à l'époque, on regarde les JO en se disant, il y a Vince Carter, le nouveau Jordan. Genre, il arrive vraiment avec cette étiquette du gars qui vient d'être drafté, qui tourne à 25 points par match, phénomène, qui vient de faire le concours de dunk. Genre, c'est un truc de fou à l'époque médiatiquement. Il faut que bien que les gens se mettent en tête, c'est que le mec, il arrive dans une équipe Team USA, c'est un jeune sophomore et c'est déjà lui l'attraction de l'équipe. Et je crois d'ailleurs, il finit pas meilleur scoreur en plus de Team USA. Et puis je crois, avec 14, avec 15 points par match, 14,8 pour être précis. Mais c'est lui le meilleur scoreur. À la fin de cette année 2000-là, on se dit vraiment que le mec va répondre aux attentes et que c'est lui le nouveau visage de la NBA. Hein. Non mais clairement. Surtout qu'il était très attendu pour les JO parce que comme je disais, il avait eu des déboires, on va dire extrasportifs, même au niveau de sa famille, hein, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a pas mal d'histoires qui traînent autour de lui et voilà, il commence à avoir une pression quand même assez conséquente. Lui de son côté, même sur les matchs de préparation avant les JO, il se bat quasiment avec toutes les équipes, il s'embrouille avec tout le monde. Et nouvelle coupe de cheveux, etc. Tu sens que c'est un homme nouveau et tu le vois, il a pas la même. Quand tu le vois pendant les JO, il a pas le même regard. Tu sens que c'est pas le même Vince que tu vois en NBA, genre un peu lisse, un peu sympa et tout. Pourquoi il a fait ses cheveux d'ailleurs? Il l'a jamais refait après. Ah non, là, toi qui es un bandeur, tu es le mieux placé pour pouvoir répondre à cette question. C'est vrai, c'est vrai qu'il avait laissé pousser les cheveux et tout, il l'a jamais refait. Il y a qu'au JO qu'il a fait ça, je crois. Faudrait lui poser la question un jour. Vince, si tu nous entends. Réponds-nous, s'il te plaît. Mais en tout cas, par rapport à Vince Carter, l'année 2000 est concrètement une année stratosphérique, avec en effet cette explosion au niveau du scoring, mais également cette présence au All-Star Game. Hein. Non, pardon. Est-ce qu'il est All-Star au cours de cette année 2000? Oui, il est All-Star au cours de l'année 2000. Non, il est All-Star directement. Et plus le concours, et même au travers de son cours où il dira « It's over ». It's over. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, cette image est tellement significative. On aura le temps de revenir ça dans un épisode. Alors, les JO 2000, sans compter également l'action sur Frédéric Weiss, 2m18, qui était censé être drafté par les Knicks. Une action incroyable où même Jason Kidd dira c'est l'une des meilleures actions que j'ai jamais vues de ma carrière. Ce dunk sera surnommé par les médias français comme étant le dunk de la mort, signé Vince Carter. La joie qu'exprime Gary Payton, Kevin Garnett, qui auront été insupportables durant toute la rencontre, en insultant les Français. Mais c'est pour vous dire à tel point que cette franchise, cette Team USA 2000, qui a clairement maîtrisé son sujet, hein, au travers de ces JO 2000, Vince Carter sera bien entendu l'élément de marque offensif de cette équipe. L'année 2000-2001, il faut quand même qu'on en parle, car elle aussi, hein, été exceptionnelle en termes de scoring, avec 27 points par match, 5 rebonds, pratiquement 4 rebonds par match, au cours de 4 passes par match, un bilan positif pour les Raptors. Mais c'est leur revanche sur les Knicks. Là, les Knicks commençaient vraiment à couler, hein. Je sais pas pour toi, Samuel, mais c'était compliqué, hein. Mais il faut qu'on revienne un tout petit peu. D'ailleurs, demi-finale de conférence sur lequel on fait un très bon podcast lors de notre première saison. Voilà. Où j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Le symbole de sa carrière. C'est ça, messieurs. C'est le tournant. Ce shoot au match 7 qu'il loupe, on se rend pas compte, hein. Il aurait passé à un autre niveau. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu sur Vince Carter. Vince Carter, c'est vrai, on l'a beaucoup vu dans les top 10, dans ses sessions physiques, mais au travers de cette demi-finale, on voit de la variété offensive qui était incontournable pour un joueur de son standing, concrètement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu un Vince Carter scorer, mais de différentes manières. Dans la peinture, en 1 contre 1, en isolation, catch and shoot, à 3 points. Franchement, concrètement, c'était une très très belle demi-finale. Malheureusement, il y a cet échec en 2001. Et est-ce qu'on peut dire que juste après, tout a basculé, Vlad? Après les Raptors, ça devient un petit peu plus compliqué. Bon, ils arrivent quand même à rester un petit peu sur leur base. Mais bon, tu sens que c'est plus vraiment la même en fait. Hein, ça a été vraiment un déclic en fait ce match 7. Pour reprendre rapidement l'anecdote, hein, c'est le jour où tombait exactement en même temps la cérémonie de remise de diplôme, hein, de Vince Carter à l'université de North Carolina. Et la légende dit que c'est à cause de cette cérémonie qu'il n'était pas au top sur ce match.
Bon, pour moi, ça a absolument rien à voir, mais bon, voilà, c'est la légende qui dit ça. Moi non plus. Après, sur la saison 2001-2002, c'est pas mal, mais bon, tu sens que voilà, que ça commence peut-être à arriver à on va dire un certain essoufflement. Voilà, tu commences à recruter des anciens, voilà, qui arrivent vraiment au bout de cycle, hein, comme des Hakim Olajuwon, voilà, des vieux briscards comme ça, des Del Curry, voilà, qui sont cuits, hein, faut dire. Ça commence à tirer, bien sûr. On est d'accord, ça commence à tirer. Et bon, voilà, après là, malheureusement, bon, ça reste toujours en positif, mais on est tout juste à l'équilibre, on est à 42-40. Et bon, bah là, par contre, ça perd direct au premier tour face aux Pistons. Ouais, c'est le début de la fin aux Raptors, clairement, parce que déjà, ses stats vont faire que chuter. Il va se blesser, notamment au genou. Il a des tendinites aussi, il a plein de soucis physiques. Donc, il passe quand même de 27 points l'année où il va en demi-finale de conf à 24 points en 2002-2003, puis à 20 points en 2002-2001, excusez-moi, et après en 2002-2003, il passe à 20 points en jouant que 40 matchs. Et là, les Raptors, c'est un peu la débandade. Tu as l'arrivée de Chris Bosh dans l'équipe. La fameuse draft 2003. La fameuse draft. Ils auraient peut-être essayé de construire un truc avec cette arrivée-là, mais non, tu avais l'impression que Vince Carter, il faisait un peu la gueule. Il boudait. Si, c'est même pas un peu. Ouais, il faisait la gueule. Ouais, il faisait la gueule, il boudait, il voulait pas dunker. Il voulait plus dunker, je sais pas, vous vous rappelez, une époque, il voulait plus dunker. Il a eu un peu un comportement de diva qui a été vraiment mal reçu du côté des Raptors, parce que c'est quand même une ville qui lui a tout donné, hein. Quand il est arrivé, qui lui a donné tout l'amour possible ou autre. Et son comportement, il n'a pas été très correct. Et un peu ça qui va signer son trade ensuite au Nets, parce que côté Raptors, on n'en pouvait plus et il fallait faire un nouveau départ. Et lui-même, je pense, avait besoin de voir autre chose, parce que clairement, c'était plus un genre de basket là, à la fin des Raptors. J'ai une petite anecdote par rapport à Vince Carter. Je pense que toi aussi, Vlad, tu dois être au courant. C'est le match contre les Sonics en saison régulière, saison 2003-2004, je crois, ou même les Raptors ont un bilan même négatif. Je crois que c'est 33 victoires et 49 défaites, un truc comme ça. Vince Carter en fin de rencontre face aux Sonics, donc il y a un temps mort. À la sortie de ce temps mort, les Raptors vont se placer et Vince Carter ose crier. C'est un flair. Alors un flair, c'est une stratégie offensive qu'on connaît en NBA dans lequel on va libérer un joueur pour un shoot extérieur libre, ok? Donc double écran, double screen, et après derrière il y a le shoot. Et ce qui se passe derrière, c'est que Vince Carter ose le crier haut et fort aux oreilles des Sonics, ce qui sera confirmé par Reggie Evans, hein, qui aura été intérieur chez les Sonics, ainsi que Ray Allen. Parce que de l'autre côté, il y a aussi un joueur au poste 2 exceptionnel qu'on est déjà revenu sur un podcast, appelé Ray Allen, soi-disant Jésus, que moi je considère comme étant Judas. Je vais pas faire le dire. Non, moi j'insiste. Et Vince Carter le crie. Alors t'as Chris Bosh et Jalen Rose qui aura été donc aux Raptors en ce temps-là, qui auront tout fait pour défendre Vince Carter, mais ça arrivait aux oreilles du GM de l'époque, j'ai oublié son nom, du côté des Raptors, un mois plus tard, et à ce qui paraît, ça a amené au trade 48 heures après chez les Nets en échange. Alors ce trade, bon, disons ça n'a pas été confirmé, mais ça a été fortement dit au travers de l'impact du GM de cette information. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le public des Raptors va siffler Vince Carter à son retour de manière incroyable. Cependant, Vince Carter, ça ne l'a pas déplu de quitter Toronto, de quitter même le Canada, direction les Nets. Alors, aux Nets, messieurs, j'aimerais quand même qu'on parle de certains points importants. C'est un certain Big Tree quand même. Est-ce qu'on veut parler d'un Big Tree? C'est un Big Tree de border. C'est c'est le symbole, genre il y a une bite sur le logo. Non, mais faut en parler quand même. T'as Jason Kidd qui balance les ballons en l'air et t'as les deux autres là qui claquent des dunks. Ah, mais des petits t'avais des top 10, t'avais 3 dunks sur chaque top 10 chaque semaine. Non, mais incroyable. Alors en plus, c'était un trade qui était très intéressant parce que Jason Kidd commençait à se plaindre également de la perte de Kenyon Martin. Hein, au cours de l'été 2004, il faut quand même qu'on en parle, qui était important dans le type de jeu des Nets. L'arrivée de Vince Carter, donc un All-Star confirmé, recrée de l'attractivité pour cette franchise et Jason Kidd considère que là, ça devient intéressant. Bon, cependant, les résultats vont être impressionnants au niveau individuel. Mais qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, des Nets sous ce Big Tree, Vlad? C'était une période sympa, je trouvais. Enfin, tu savais très bien que les Nets ils n'avaient pas non plus la profondeur qu'il fallait pour arriver plus loin, aller, on va dire qu'un second tour éventuellement. Ouais. Mais bon, c'était une équipe qui était quand même agréable à voir jouer parce que il y avait du talent, faut dire quand même ce qui est. Ouais. Avec Jason Kidd, voilà, qui est le chef d'orchestre juste par excellence.
Richard Jefferson qui était dans la force de l'âge et Vince Carter, voilà, qui avait besoin de renaître de ses cendres. Mais moi, le match qui m'a clairement marqué, c'est son retour à Toronto où il lâche le dagger. C'est trop. C'est trop. Quand il lâche son shoot là au buzzer, tu le vois crier comme pas possible. Tu sens qu'il avait besoin de libérer. Ouais, Il lâche tout. Alors, il faut quand même qu'on reprécise ça. C'était à quel moment, c'était à quelle période. Vlad, tu sais, je crois que c'était les playoffs en plus. Hein. Ils affrontent les Raptors en playoffs, qui reviennent enfin. Je crois que c'est la playoff 2007, je crois, au premier tour. Chris Bosh est le leader des Raptors, Samuel, tu te souviens de ça? Ouais, bien sûr. Et ils leur mettent 4-2 au premier tour. Et je crois qu'ils tournent à 25 points par match. C'est plutôt pas mal. Il faut savoir que la saison d'avant, ils font des playoffs aussi. Hein. Ils sont sortis en 2006 par le Heat, qui est au final en demi-finale de conf, en plus contre le futur champion NBA. C'est pas honteux. Hein. Au départ, ils perdent contre meilleur qu'eux, et puis c'est tout. C'est un peu plus de mal. Tu vois, par exemple, parce que 2006 ça se passe bien parce que tu vois, tu sors contre le futur champion. Mais 2007, quand ils sont sortis par Cleveland, j'ai un peu plus de mal. Parce que je pense pas que Cleveland, mis à part LeBron, avait un effectif forcément supérieur au Nets. C'est là qu'on aurait dû voir vraiment Vince Carter d'élever son niveau et de coucher le petit. Au final, c'est le petit qui l'a couché, quoi. Mais soyons, regardez. En 2005, qui les bat au premier tour, les Nets? C'est le Heat. Bon, c'est vrai, il y a Shaquille O'Neal. Il est inarrêtable. Concrètement, c'est la dernière grande année de Shaquille O'Neal en termes de performance de très très haut niveau. Parce que 2006, il sera toujours fort, mais ce sera vraiment le début de la fin. Mais de l'autre côté, il y a un joueur qui s'appelle Dwayne Wade. Et Dwayne Wade, quelque part en termes de jeu, en termes d'explosivité, Vince Carter et lui ont quand même une certaine liaison. Vous voyez? Bon, maintenant, après, la différence entre Vince Carter et Dwayne Wade, c'est que Dwayne Wade défendra mieux que Vince Carter. Ça, c'est une évidence. Ensuite, en 2006, mais même à la passe, Dwayne Wade est plus fort. Dwayne Wade est plus fort que Vince Carter. Ensuite, en 2006, comme tu l'as bien dit, ils sortent les Pacers d'Indiana au premier tour 4-2. Ensuite, ils se font frapper encore par le Heat 4-1 en demi-finale de conférence. Mais moi, c'est 2007. Et je suis d'accord avec toi. Parce que concrètement, Vince Carter, au cours de cette demi-finale de conférence Est face aux Cavs, il s'est effacé. C'est Jason Kidd. Moi, je me souviens très bien des matchs. Je me souviens très très bien. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus, en 2007, c'est un peu l'année. D'ailleurs, si LeBron va en finale cette année-là, parce que c'est le début de sa longue carrière, c'est parce que à l'Est, c'est l'année où il faut y aller. Justement, LeBron, c'est l'année où il doit y arriver, parce que à l'Est, t'as les Heat qui sont cuits, t'as t'as les Pistons qui sont cuits. Donc, au final, s'il y a une année où il faut aller en finale NBA, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc là, t'as les Nets qui arrivent face aux Cavs, qui sont pas une super équipe, mais t'as un joueur qui est hors norme, qui est un jeune joueur qui au final te montre que lui, il va emmener son équipe en finale, et de l'autre côté, t'as un mec qui se cache. C'est ça. Et qu'on termine en 4-2, et tu vois, c'est même pas un peu serré ou quoi, parce que LeBron lui marche dessus, quoi. Non, mais vraiment, Vince Carter, pour ma part, au cours du match 5 et match 6, je me souviens très très bien de ces rencontres, il s'est effacé. Alors, t'as Jason Kidd qui fait une série exceptionnelle en triple-double. D'ailleurs, petite anecdote, il faudrait signaler que les Nets de cette époque-là, Jason Kidd et Vince Carter, c'est la seule équipe depuis les Bulls à avoir réalisé un triple-double dans la même team, en même temps que Scottie Pippen et MJ, Sa Majesté qu'on ne représentera pas, bien entendu. Mais c'est pour vous dire à tel point que cette équipe a quand même laissé une belle image en termes de performance individuelle. Mais collectivement, et quand il fallait faire face à de sacrées confrontations, les Nets n'ont pas payé. Moi, il y a un autre joueur qui m'a aussi un petit peu déçu, c'est Richard Jefferson. Je m'attendais aussi à plus d'opposition, malheureusement. Ça n'a pas été le cas, Vlad, T'es bien silencieux, là. Ah non, mais moi, je vous laisse détaler, moi, il n'y a pas de souci. Mais non, ce qui fait surtout, je pense, la différence sur cette série, c'est aussi en termes de défense. Alors, en termes de défense, attention, Cleveland, il n'y avait pas non plus, ça allait, ça défendait quand même pas mal. Larry Hughes était là? Larry Hughes, bien sûr, il était là. Et sur cette série, c'est même le deuxième scoreur de Cleveland. Mais par contre, quand tu regardes les pourcentages de Vince Carter, qui termine à un peu plus de 35% sur la série, je dis non, t'es un franchise player, tu peux pas te permettre ça. Le game 6, je crois que Vince Carter, il te met 11 points dans le match. Je crois qu'il est quatrième meilleur scoreur derrière Mickey Moore, s'il te plaît. Honnêtement. Ah ouais. Tu vois, Mickey Moore avec ses rastas, tout mince, là. Ouais. Il est derrière Mickey Moore au scoring, genre le mec. Genre les Nets mettent 72 points. T'as meilleur scoreur presque Jason Kidd, comme t'as dit, qui fait presque un triple-double. T'as Jefferson qui met 16 points et t'as Vince Carter. Enfin, c'est le game 6 quand même et il met 11 points.
Bah, concrètement, pour moi, c'est un petit peu le début de la fin côté Vince Carter en termes de grosses performances. Pourquoi? Parce qu'après la saison 2008-2009, il ne sera même pas en playoff avec les Nets. Il enchaîne au Magic au cours de la saison 2009-2010. Concrètement, moi, c'était une saison qui... Ah ouais? Ah, il faudrait t'en parler. Parce que pour moi, c'était une saison, c'est la saison la plus décevante que j'ai vue d'un grand poste 2 de la ligue. Faut que t'en parles. C'est que comme le Magic vient de faire une finale NBA, quand il y a ce trade que Vince Carter arrive, je me dis, peut-être, genre là, il arrive dans une team, enfin, une team qui vient de faire une finale NBA, il a un effectif assez conséquent. Donc, il y a Dwight Howard, Rashad Lewis, Jameer Nelson, il y avait Mike Petrus. C'était l'équipe qui jouait, hein. Mais il perd Turkoglu, c'est ça? En fait, il remplace Turkoglu dans le. Exact. Et au final, au début, il a des stats très moyennes. Et je me dis peut-être qu'en playoff, j'y crois encore à l'époque, je suis encore un peu naïf. Je me dis qu'en playoff, ça va élever son jeu, etc. Et puis au final, il est resté moyen comme ça toute la saison. Et c'était une déception cette année-là, parce qu'on pensait que les Magic allaient réitérer la performance de l'année précédente. Et au final, ils se font sortir par les Celtics et Rajon Rondo. Ah, mais vraiment, Vlad, t'as un mot par rapport à cette série de playoffs 2010? Parce que concrètement, ce sera la dernière fois qu'on verra Vince Carter à un très très haut niveau, hein, en termes sur l'échelle finale NBA. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah c'était un peu son dernier shot, hein, pour essayer en effet d'atteindre une finale. Pour moi, la finale de conf face à Boston, pour moi, elle est anecdotique parce que pour moi, Boston est juste 10 000 fois au-dessus. Vraiment. Et oui, moi je trouve qu'en tout cas, le score ne reflète clairement pas le niveau entre les deux équipes. Où t'as Dwight qui essaye un minimum de tenir la barque, mais après derrière ça suit clairement pas. Boston collectivement c'est bien au-dessus quand même. Non, vraiment. Au Magic, je te dis quand même les noms. Hein. Je t'ai dit les noms tout à l'heure. T'as aussi Matt Barnes, t'as DJ Riddick, t'as Jason Williams, t'as Martin Gortat, t'as Brandon Bass. Enfin, c'est pas une équipe de pique. Hein. Samuel, pendant cette série, il y a eu 3-0 pour les Celtics. Hein. Alors après, c'est vrai que les Celtics, ils sortent les Cavs. D'ailleurs, c'était la dernière défaite de LeBron James à l'Est. C'est quand même pour le dire, à tel point en demi-finale de conférence Est 2010. Les Celtics ont ce déclic psychologique après avoir sorti et avoir fait une très très belle série contre les Cavs. Donc quand tu arrives en finale de conf, t'attends que Vince Carter quand même soit présent. Moi je suis désolé, je l'ai vu lutter durant toute la série pour marquer un point. Alors qu'en défense sur le poste 2, t'as Ray Allen. Non mais il y a ça, et puis non, même quand tu regardes un peu les stats, t'as Dwight Howard, il est seulement parce qu'il devrait rouler sur tout le monde sur cette période-là, il a seulement 21 points, 10 rebonds. Après le game 2, il claque quand même, je crois, de Dwight Howard, hein, pour sa défense, il claque quand même 30 points dans le match. Oui. Ok, mais moi je parle vraiment sur la série. Jameer Nelson qui est le second scoreur. C'est pas normal. T'as des mecs qui se trouvent comme Rashard Lewis. Donc, bien sûr. Vraiment. Après, toi, tout à l'heure, tu comparais à Paul Pierce, mais c'est pour ça que dans la hiérarchie, aujourd'hui, je place un mec comme Vince Carter derrière Paul Pierce ou même Ray Allen en termes de niveau, alors qu'au départ, quand j'étais plus jeune, c'était clairement des mecs que je mettais derrière lui. Son record en carrière, qui est de 51 points, je crois, il le met dans sa saison sophomore. C'est-à-dire que sa carrière ne va jamais avoir des performances égales à sa saison sophomore, qui est quasiment une saison rookie, parce qu'on le répète, il y a eu le lockout. Donc, lockout de la saison. Le mec n'a jamais été aussi fort qu'à sa deuxième saison NBA. Et c'est quand même dommage. Bon, c'est vrai que moi, en tout cas, par rapport à la saison 2009-2010, où on a vu Vince Carter lutter au cours de cette finale de conférence Est, qui sera concrètement le plus haut niveau que Vince Carter va découvrir en termes de performance. Derrière, messieurs, il y a une ribambelle d'équipes à l'Ouest. Hein. On va faire un peu le petit tour. Juste un petit point à mentionner par rapport au nouveau rôle qu'a Vince Carter, parce qu'il sait qu'il vieillit, il sait que ça commence à devenir difficile, il devient comme un 6e homme. Et quel 6e homme? C'est Vince Carter qui sort du banc quand même. Moi, je tiens quand même à l'honorer du fait à lui rendre hommage, parce qu'il a accepté de prendre ce rôle-là. Ce n'est pas tout le monde qui l'ont fait, par rapport à un certain Tracy McGrady, hein, un certain Carmelo Anthony, hein, dont on a fait même un fabuleux épisode là-dessus. Mais Vince Carter l'a accepté pour durer dans la ligue. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, et d'ailleurs même, un point important, c'est qu'il a même progressé au niveau du shoot. Je l'ai vu beaucoup shooter à 3 points, notamment du côté des Grises et du côté également des Mavs, Vlad.
Oui. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui est tout à son crédit, c'est qu'il a été capable de se réinventer et de comprendre qu'il n'aurait plus le même impact qu'il a eu au début de sa carrière et que pour se rendre efficace avec un temps de jeu limité, il fallait tout simplement prendre de l'adresse, gagner de l'adresse. Et c'est quelque chose qu'il a su très bien faire sur ces dernières années, où il est devenu un shooter à 3 points plus que correct. Il a de très très bons pourcentages à 3 points. En tout cas, il a de meilleurs pourcentages qu'en début de carrière, et où il arrive même à grappiller les 40% sur certaines années. Et il savait se rendre utile aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a commencé un petit peu aussi à se mettre à défendre. Ouais. Après, il avait quelques qualités, qui restaient quand même limitées parce qu'il était flemmard aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, qui a été capable réellement de se mettre au service d'un collectif. Et c'est ce qui a fait en soi sa longévité au niveau de sa carrière. C'est ce qui lui a permis de tenir au total 22 saisons en ayant un temps de jeu limité, en ayant un jeu moins aérien et un jeu un peu plus intelligent aussi. Après, au Mavs, en 2014, il fait quand même des playoffs où il met un buzzer contre les Spurs. Buzzer, oui. Ouais, bien sûr. Il perd 4-3 la série, encore une fois, en échec. Premier tour. Ouais. Mais tu vois qu'il est quand même, il a moins la pression parce que la pression n'est plus sur lui, elle est sur Dirk à Dallas. Tout à fait. Et du coup, tu vois qu'il est quand même plus libéré et son rôle lui va bien, son rôle en sortie de banc. D'ailleurs, c'est un peu un échec pour Dallas de perdre 4-3 alors qu'il menait la série. Mais les Spurs de cette époque, c'est quand même très, 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 très fort. Non. Il a rien à se reprocher. C'est peut-être la seule saison, tu vois, là où on a beaucoup quand même critiqué son côté de choc. C'est peut-être la seule saison où là, clairement, il n'y a rien à reprocher. Avant, bien sûr, ces 3 piges à Grizzlies, où là, ce sera un joueur exemplaire. Et sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Il continue son trip. Ah, mais il continue sur road trip, il le fait très très bien. D'ailleurs, un petit point également positif du côté de Vince Carter, il va insister sur l'importance de la préparation, les glaçons sur les genoux en fin de match. Il va vraiment être très routinier dans les détails, il va être très important pour la nouvelle génération. Plusieurs joueurs des Raptors aujourd'hui, je pense à Terence Davis, tous ces mecs-là qui sont aujourd'hui dans la franchise des Raptors, un jeune joueur qui dira que c'est Vince Carter qui sera notre image durant notre enfance, notamment pour les jeunes joueurs aussi canadiens, Jamal Murray, qui vont revenir également sur l'importance de Vince Carter par rapport à l'image du basket au Canada. Et Vince Carter va devenir concrètement une figure emblématique même du sport nord-américain, pas uniquement que dans le cadre de la NBA, mais également même dans le cadre international grâce aux innombrables top 10 qu'on aura vu avec notre fameux George Eddy. Dernier mot à dire par rapport à Vince Carter, comment vous le positionnez dans l'échiquier du monde de l'NBA des années 2000. Moi, pour ma part, malheureusement, je mets 4 arrière shooters. Calmez-vous. Je mets 4 arrière shooters devant lui. Kobe Bryant, Tracy McGrady, Ray Allen et un dernier. Bon, est-ce qu'Allen Iverson on compte comme un arrière shooter? Bien sûr, tu le comptes dedans devant aussi, allez. C'est un arrière Iverson. Ouais, moi je le compte dedans. Ouais. Parce que après le départ de Larry Brown, il a joué au poste 1. Bon, vas-y, allez hop. Ouais, c'est vrai, poste 2. Et même Dwayne Wade, il est même devant. Et même Paul Pierce, il est même devant. Vous voyez, il descend dans notre place. Pour moi, il est même 6-7e, clairement. Ouais. À la base, je te dis, c'était un mec que j'ai kiffé, moi, quand j'étais petit. Tu vois, genre. Bon, après, c'est un mec en termes de points, je crois qu'il a dépassé la barre des 23 000 points, 24 000, je sais plus. Non. C'est un gros papa, t'inquiète pas pour ça. C'est quand même un bon mec. Mais c'est sûr qu'en termes de ce qu'il a réalisé, je mets comme toi, je mets Kobe devant, je mets T-Mac, je le mets pas devant, je le mets dans la même case pour moi. Tu vois. Quoi il a fait quoi de plus dans sa carrière en soi, moi j'attends de voir. Non, parce que Tracy McGrady, il a été 2 fois meilleur marqueur de la ligue, il est meilleur passeur, il est meilleur rebondeur. Carter, en termes collectifs, il a quand même joué des finales de conf que T-Mac n'aura jamais joué. Il a fait une finale NBA 2013 avec les Spurs dans ce cas-là. Ouais, mais s'il te plaît, Damas. Là, on te parle d'avoir un rôle. Il a eu un rôle dans une équipe qui a joué, qui a essayé de jouer le titre. C'est ça que je veux te dire. C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Découper les citrons, ça compte. La 2009, il n'est pas présent avec les Rockets, T-Mac? Non, il n'y est plus. Non, il est blessé. Il est blessé, je crois, au dos, je crois. Il est déjà capote avec le dos. Non, en 2009, il est à New York. Ouais, il est tradé à New York. En effet. C'est 2008. Il y a même Delonte West qui l'a postérisé, putain, à l'époque. Oh là là. Mais clairement, dans mon top 2000, je le mets
avec T-Mac, je le mets hors du top 5. Je te dis, je mets Kobe, Paul Pierce, Allen, Iverson, D-Wade, comme toi, les 5 devant. Si j'ai envie d'être un vrai haters, je te mets même Reggie Miller, la fin de Reggie devant. Oh, le gamin. Non, Ray Allen, il est devant. Ray Allen, il est devant, Ray Allen. Ouais, Ray Allen, bien sûr. Ray Allen, Paul Pierce, Kobe, Iverson et D-Wade, c'est devant. Et après, je te dis, je mets T-Mac et Vince Carter à la 6e, 7e, quoi. Je pense que c'est leur place, hein. Après, ça veut pas dire que c'était pas des mecs qui nous ont fait kiffer et peut-être même qui nous ont fait plus kiffer que Paul Pierce ou Ray Allen, tu vois, en parlant clairement de spectacle, de personnages ou autre. Je pense que Vince Carter et T-Mac, c'est des mecs qui ont vendu plus de maillots que les deux mecs des Celtics, là. Mais clairement, quand tu réfléchis avec l'expérience qu'on a maintenant et l'âge qu'on a, ça passe derrière, tu vois. C'est plus objectif. Vince. Ouais, bah franchement, au niveau du classement, j'ai un petit peu de mal aussi à le situer. Oui, pour moi, il est top 10 hein, sur la génération, on va dire 2000, mais voilà, ce sera plus bas de top 10 qu'en haut. Mais moi, je vais plus vous rappeler une anecdote. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était à l'époque où il était au Nets. Ouais. Rencontre, c'était sur le parquet de Toronto. Oui, c'est ça, c'était sur le parquet de Toronto. Mm-hmm. Et vous vous rappelez de Mopit, Maurice Williams? Bien sûr. Bien sûr, c'est bien sûr. Qui est l'un des meilleurs potes de Vince Carter. Ah. Et ils avaient je crois que c'était un match de saison régulière. Et ils avaient pour habitude de toujours se foutre des gifles. Mais c'était genre amical, quoi. Les mecs, ils se cherchaient tout le temps sur le terrain et tout. Et ils se sont mis à le faire à un moment. Je crois qu'il y a une balle, on va dire une balle morte. Et les gars commencent à se foutre un peu sur la gueule. Mais voilà, c'est gentil, quoi, etc. Et ben les mecs, ils se sont fait éjecter. Non mais bande d'imbéciles, mais vraiment, mais quel bébé. Mais c'est ridicule. Alors, âge des vieux individus comme ça. En tout cas, Vince Carter dira de Mo Peterson. Mo Peterson? Mais de qui vous parlez? Je connais pas cet individu. Vince Carter, personnage Air Canada, personnage emblématique qui sera aussi présent dans des conflits. Et je dirais aussi, merci pour ta paire de chaussures.